Cette vidéo est sponsorisée par Gringot, plus d'informations en milieu de vidéo. Une grande partie de notre système économique est basée sur la récompense. C'est-à-dire qu'on va travailler, donc fournir un effort, pour produire quelque chose, et en échange de ça, on va recevoir de l'argent, généralement sous forme de salaire. Cet argent, on va le dépenser pour subvenir à nos besoins premiers, mais aussi, si possible, pour se faire plaisir. Manger des choses qui nous font kiffer, aller au restaurant, voyager, s'acheter des fringues stylées, j'en passe et des meilleurs. Sauf qu'il y a un problème. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut limiter sa consommation dans à peu près tous les domaines et qu'il faut le faire pour lutter contre le dérèglement climatique. Et on nous le dit à juste titre. Alors, on nous dit qu'il faut consommer mieux, évidemment, genre local, bio, de saison, issu d'énergie renouvelable. Mais globalement, on nous dit aussi, de manière très claire, consommer moins. Déjà parce qu'en fait, ça pollue, mais aussi parce que on est dans une planète finie, avec des ressources finies. Et donc, on ne peut pas consommer comme on le fait de manière éternelle. Sauf que si on consomme moins, est-ce qu'on peut vraiment se faire plaisir comme on l'entend ? Est-ce qu'on peut réellement se récompenser comme on le souhaite après s'être fatigué au travail ? Parce que d'un côté, on nous demande de baisser notre consommation, et de l'autre, moi j'avoue, quand j'ai l'opportunité de me faire kiffer, après avoir passé des nuits blanches à taffer sur mes vidéos, genre là par exemple, il est vendredi à 1h du mat, j'ai un peu envie de me faire plaisir, ouais. Et encore, mon travail n'est pas pénible. On pense un instant à quelqu'un qui fait un travail avec une grosse pénibilité physique ou psychique, on a quand même envie de lui dire, franchement, si t'as réussi à amasser de l'argent dans le but de le dépenser pour te faire plaisir, vas-y à fond et kiffe quoi. Sauf que visiblement, c'est pas bon pour l'environnement. Du coup, on peut se demander si ce principe de récompense, qui est un petit peu à la base d'une grande partie de notre système en fait, peut-être qu'il n'est pas aligné avec les besoins de la planète. Mais le problème, c'est que ce système de récompense, il est quand même très aligné avec notre nature humaine, notamment via une notion clé, la notion de désir. Il y a Sébastien Boller, dans son livre Le bug humain, qui explique que c'est directement lié à notre cerveau. Notre cerveau, il est conçu pour rechercher constamment des récompenses grâce à un système de neurotransmetteurs. En particulier la dopamine. La dopamine, qui est souvent appelée l'hormone du plaisir, parce qu'elle joue un rôle central dans la sensation de récompense et de satisfaction, et lorsque nous accomplissons quelque chose de positif ou que nous obtenons quelque chose que nous désirons, la dopamine, elle est libérée, ce qui nous procure une sensation de plaisir et de satisfaction. Alors au cours de l'évolution, ce mécanisme de récompense, il a été essentiel à notre survie en tant qu'espèce. Il nous a encouragés à rechercher de la nourriture et à trouver des partenaires et à nous protéger contre les menaces en nous motivant à accomplir des actions bénéfiques pour notre survie. Mais dans le monde moderne, où la nourriture et d'autres ressources sont abondantes ou en tout cas facilement accessibles, ce système de récompense, il peut être détourné. Il peut nous inciter à rechercher toujours plus de biens matériels, toujours plus d'expériences plaisantes et de stimulation, même lorsque ça devient nuisible pour nous et pour l'environnement. Le problème, c'est que notre cerveau, il n'a pas encore évolué pour s'adapter à cette nouvelle réalité d'abondance. Cette tendance à vouloir toujours plus, qui est appelée dans le livre le bug humain, c'est à l'origine de nombreuses crises environnementales, économiques et sociales. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'explorer des alternatives comme la sobriété pour lutter contre ce bug humain et protéger notre planète. Alors, dans cette vidéo, on va pas résoudre ce problème parce que c'est, je pense que c'est l'un des plus grands problèmes pour notre société future. Et j'ai pas la prétention de le résoudre en une vidéo, clairement. Mais par contre, ça aurait été cool. Mais par contre, on va essayer d'y réfléchir un peu et de voir les différentes pistes qu'on pourrait avoir. Voilà. Déjà, cette idée de consommer moins, dans le débat public, elle porte un nom, c'est la sobriété. Je m'appelle Cyrus et ça fait 2 semaines. Merci beaucoup, merci. C'est par rapport, parce qu'en fait sobriété c'est aussi utilisé quand on parle d'alcool. Donc là c'était comme un cercle de parole où j'arrive, je dis ouais ça fait 2 semaines j'ai pas bu et tout. Voilà, c'était un jeu de mots sur le sobriété. Alors la sobriété c'est un terme qu'on a beaucoup entendu, notamment avant l'hiver, parce qu'on avait peur de subir pas mal de coupures énergétiques. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. L'idée derrière ce concept, c'est de vivre de manière plus simple en consommant moins de ressources. Donc, ça demande d'avoir des besoins plus modestes, mais aussi des désirs plus modestes. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple quand on regarde les commentaires
sous la vidéo de Macron qui parle de sobriété. On peut lire par exemple « Rien à cirer, quand les super riches arrêteront de chauffer et de climatiser leur château, je me rationnerai. » Ou bien encore « les jets privés du gouvernement et de tous les riches. » Voilà. Le problème de la sobriété, c'est que si elle est demandée par les élites, elle sera jamais acceptée. Et en vrai, ça se comprend. C'est tout le point du début de la vidéo. La sobriété, pour qu'elle soit acceptée, elle doit être associée à un bien meilleur partage des richesses au sein de la société. Sinon, ça marche pas. Parce qu'elle n'a pas la même valeur pour tout le monde. Se restreindre de faire un 15e trajet en jet ou se restreindre d'acheter un énième t-shirt neuf, c'est pas la même chose. Si j'ai 10 et que je dois me priver de 3, c'est pas pareil que si j'ai 100 et je dois me priver de 30. Dans les deux cas, je me prive d'un tiers, mais dans le deuxième cas, il me reste quand même 10 fois plus pour kiffer. Donc la sobriété, elle est difficilement égale pour tout le monde. Et elle est plus difficile pour les personnes les moins aisées. Donc ça, c'était une première condition à la sobriété. Une des autres conditions à la sobriété, elle est encore plus compliquée, parce qu'elle demande carrément de changer notre façon de penser, quoi. À une certaine époque, les sociétés, elles avaient beaucoup plus de croyances, que ce soit dans un ordre naturel ou dans un ordre religieux. Et du coup, c'était des sociétés qui avaient moins de mal à observer une forme de modération et de sobriété, parce qu'en fait, on pensait qu'il était essentiel de restreindre nos désirs et de suivre certaines disciplines pour préserver en fait cet ordre. Mais ça, aujourd'hui, ça a changé. Et la mentalité moderne, elle est plus axée sur le dépassement des limites et l'accomplissement d'un toujours plus, quoi. Il y a Martin Legros qui en parle très bien dans un article de Philosophie Magazine du mois d'octobre 2022 sur l'abondance. Il cite Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal. « La mesure nous est étrangère, reconnaissons-le. Notre démangeaison, c'est justement la démangeaison de l'infini, de l'immense. Pareil au cavalier emporté par un coursier écumant, nous lâchons les rênes face à l'infini. Nous, hommes modernes, nous, demi-barbares. Et nous ne connaissons notre béatitude que là où nous sommes aussi le plus exposés au danger. » Donc en gros, c'est notre désir d'aller vers l'infini et prendre des risques qui nous rend heureux. Donc les conditions pour la sobriété, elles semblent complexes, quoi. Parce que d'abord, c'est une meilleure justice sociale, et ensuite, c'est changer notre état d'esprit d'humain moderne. Mais admettons qu'on y arrive. Est-ce que la science, elle ne nous donne pas des tips pour restreindre nos désirs? Si je vous pose la question, c'est que si. Évidemment, bien sûr. Mais avant de vous en parler, j'aimerais vous parler d'une manière de mettre à profit votre consommation, qu'il faut quand même réduire, c'est sûr, avec le sponsor de cette vidéo, Gringot. Alors, avant de vous en parler, 2 points importants. 1, c'est moi qui ai choisi le sujet de cette vidéo, je suis libre de dire ce que je veux dedans. C'est important. Et 2, je suis hyper content de les avoir en partenaire, et ils sont totalement legit. Donc let's go. Gringot, c'est une alternative bancaire qui est matérialisée par une carte, un compte courant et de l'épargne, dont le but est d'arrêter de financer les énergies fossiles. En fait, ils sont partis d'un constat simple, qui est que l'argent qu'on place, nous, citoyens lambda, dans les banques traditionnelles, il est polluant. Parce que cet argent, il est investi par ces banques dans des industries fossiles qui génèrent beaucoup de gaz à effet de serre. Si vous voulez un chiffre, par exemple, d'après Carbone 4, 3000 balles sur un livret A de la BNP, c'est l'équivalent de 1455 kg de CO2 par an. Donc, grosso modo, un aller-retour pour New York en avion. Et ça, c'est quelque chose dont je trouve on n'est pas trop informé, alors que c'est ce qui est émet le plus en moyenne chez quelqu'un, et que mettre ses économies ailleurs, c'est un geste assez facile, quoi. Même de manière nationale, la France, c'est le 3e pays qui contribue le plus aux combustibles fossiles via ses banques, à hauteur de 131 milliards de dollars. Alors la question que vous vous posez peut-être, c'est comment Gringot ils font concrètement? Et en fait, ils financent des projets en faveur de l'environnement quand vous allez utiliser votre carte. Comme par exemple la protection de la forêt amazonienne, le reboisement des forêts en Bretagne, ou bien la préservation des océans. À chaque fois que vous utilisez votre carte, comme pour n'importe quelle banque, Gringot touche un petit quelque chose de la part des commerçants, et elle le met au profit de l'environnement. Et avec l'argent placé sur le compte épargne, ils vont œuvrer pour la transition écologique en investissant dans les énergies renouvelables, l'agriculture durable ou le traitement des déchets. Donc en gros, vous avez toujours votre carte, toujours votre compte courant et votre épargne, et en plus vous financez des projets bénéfiques pour l'environnement. Vous avez aussi une application qui est super bien faite, je vous mets quelques exemples, je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais montrer, parce que j'ai utilisé pour faire des achats personnels et tout. Alors évidemment, même les spécialistes encouragent ce geste, puisque d'après François Gémen, qui est un expert du GIEC, le premier geste écolo à faire aujourd'hui, en fait, c'est simplement celui de changer de banque. C'est évidemment 100% sécurisé. À titre personnel, j'utilise déjà depuis plusieurs semaines et j'ai jamais eu de problème. Voilà. Et au moment où je tourne cette vidéo, au moment où j'ai écrit cette vidéo, j'avais compté, c'était écrit sur l'application, j'ai préservé 41 mètres carrés de forêt amazonienne, donc quasiment mon appartement. Je vis à Paris. Voilà. J'ai collecté 9 grammes de déchets dans les océans et j'ai évité 55 kg de CO2 grâce au financement des énergies renouvelables. Voilà. Et en mars, j'ai émis 74 kg de CO2 apparemment. Voilà.
Bon, après, je n'utilise pas cette carte pour toutes mes dépenses, parce que j'ai des dépenses qui sont professionnelles. Voilà, c'est quand même un bon indicateur, je trouve. Je vous mets évidemment plus d'informations en description, et on continue cette vidéo. Alors maintenant qu'on a vu les conditions à la sobriété, comment concrètement on peut restreindre ses désirs ? Un premier élément de réponse, c'est la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie développée par les psychologues Deci et Ryan dans une étude de 2000. Selon cette théorie, notre motivation elle repose sur 3 besoins psychologiques fondamentaux. L'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. D'abord l'autonomie, c'est le sentiment d'être maître de nos choix et de nos actions. Pour restreindre nos désirs, c'est essentiel de se sentir libre de prendre des décisions éthiques et respectueuses de l'environnement, plutôt que d'être contraint par des normes sociales ou des attentes extérieures. Ensuite, la compétence. En gros, c'est avoir les compétences, et les connaissances surtout, nécessaires pour agir de manière responsable. Donc ça va être en apprenant davantage sur les enjeux environnementaux, et en développant des compétences pour adopter un mode de vie plus durable. Voilà. Et du coup, si on fait ça, on est plus enclin à réduire notre consommation et à privilégier des choix écologiques. Tout simplement parce qu'on sait le faire et on sait que ça existe. Et enfin, dernier point, l'appartenance sociale. C'est le sentiment d'être connecté et accepté par les autres. Pour restreindre nos désirs de manière significative, c'est crucial de créer un soutien social et une culture d'entraide autour de la sobriété. En partageant nos expériences, en célébrant nos réussites et en encourageant les autres dans leurs efforts. Et si on fait tout ça, on va renforcer notre engagement envers un mode de vie sobre et respectueux de l'environnement. Donc si on satisfait ces 3 points, ces 3 besoins psychologiques fondamentaux, on peut se motiver à restreindre nos désirs et adopter un mode de vie plus respectueux pour la planète. Ça, c'était une première technique. Il y a un autre outil intéressant pour nous aider à restreindre nos désirs et adopter un mode de vie plus écologique, c'est le concept de nudge, ou coup de pouce en français. Ce concept, il provient des recherches en économie comportementale. Il a été popularisé par Thaler et Sunstein dans leur livre Nudge, Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. Donc nudge, améliorons les décisions à propos de la santé, de la richesse et du bonheur. Le principe du nudge, c'est de guider doucement les individus vers des décisions écologiques en modifiant légèrement l'environnement. Par exemple, on peut rendre les choix écologiques plus visibles ou bien les présenter comme la norme sociale. L'idée, c'est de faciliter la prise de décision éco-responsable sans forcer les gens ou sans leur priver de leur liberté de choix. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous faites vos courses et que vous devez choisir entre 2 produits similaires. Si l'un d'eux il est clairement étiqueté comme étant écologique et que cette option elle est mise en avant, vous serez plus enclin à la choisir. C'est un nudge qui vous encourage à prendre une décision plus respectueuse de l'environnement sans vous y contraindre. Évidemment, le nudge il peut également être utilisé pour encourager des comportements plus sobres, en incitant les gens à consommer moins d'énergie, par exemple, réduire leurs déchets ou à privilégier les transports en commun. Je vous donne un autre exemple. Si on a une application de trajet qui vous indique systématiquement l'itinéraire le plus éco-responsable, forcément, vous aurez plus tendance à l'emprunter. Et donc, en utilisant ces coups de pouce, ou ces nudges, on peut progressivement adapter nos désirs et nos comportements pour les rendre plus compatibles avec les impératifs écologiques. Donc du coup, la sobriété, ça devient moins une contrainte et davantage une partie intégrante de notre mode de vie quotidien. Donc pour résumer, c'est possible de restreindre nos désirs, notamment par 2 outils qu'on vient de voir. Le premier, ça va être de répondre à nos besoins fondamentaux qui vont être l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. Et le second, c'est avec l'aide des nudges. Après, il y en a d'autres aussi, par exemple la sensibilisation à toute la problématique écologique. Forcément, ça restreint les désirs, mais je trouve que ça rentre en fait dans la première solution. Il y a la partie compétences et connaissances, et en fait, quand on sensibilise, on apporte à cette connaissance et on apporte à cette compétence. Donc voilà, je trouve que ça se recoupe un petit peu. Alors maintenant qu'on a exploré comment on pourrait restreindre nos désirs pour le bien de la planète, ça peut être intéressant de se demander quelles seraient les conséquences que la sobriété en fait pourrait avoir sur notre environnement. Une des principales conséquences, c'est forcément la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est responsable du réchauffement climatique. Et selon le GIEC, en adoptant un mode de vie plus sobre et en réduisant notre consommation dans des domaines comme l'énergie, les transports et l'alimentation, on pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 à 40% à l'échelle mondiale d'ici 2050.
Donc c'est une réduction significative qui pourrait grandement contribuer à ralentir le réchauffement climatique et à protéger notre planète pour les générations futures. Mais ça n'a pas qu'une conséquence sur la planète. Il y a aussi, la sobriété a aussi une implication sociale et politique, puisque c'est un changement de mode de vie, quoi. Il y a Pierre Charbonnier qui en parle, qui est philosophe et chargé de recherche CNRS à Sciences Po. Il en parle dans son essai Abondance et liberté, publié en 2020. Et en gros, il dit que l'abondance matérielle elle a toujours été un objectif implicite des démocraties, associant l'autonomie politique à la prospérité matérielle pour tous. Et cette abondance, elle est souvent considérée comme une condition nécessaire pour garantir l'égalité et la liberté dans nos sociétés. Donc ça voudrait dire qu'on doit repenser notre relation entre la liberté et l'abondance pour créer un monde plus durable. Mais ça, c'est un très gros morceau. Et je trouve que pour aujourd'hui, ça suffit. Ça sera peut-être le sujet d'une future vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je remercie une nouvelle fois Gringot. J'ai pas l'habitude de parler, de faire un partenariat au milieu d'une vidéo. Souvent, je le laisse toujours à la fin, etc. Mais là, je trouve que ça s'ancrait bien dans le sujet. Et en plus, je trouve que c'est vraiment important. C'est vraiment... voilà, je trouve ça vraiment important comme partenariat et ce qu'ils font, en fait, leur démarche, voilà, tout simplement. Donc voilà, bravo. Et j'espère que c'est une alternative qui va vous intéresser. Je vous mets les informations en description et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et voilà, je vous embrasse très fort. Love, peace. Ciao.